pouvez vous asseoir. Monsieur le commissaire, juste pour vous excuser de quelques minutes de retard avant la reprise, on a géré un aspect d'intendance concernant une pièce qui a été cotée en liasse hier, qui est la pièce 32P 143. On a eu des discussions avec Maître Thériault-Marois et on a convenu là, que la pièce serait remplacée par une autre. Oui, mais en fait, c'est une pièce qui a été cotée par Maître Ranger hier. Donc, en liasse, il y avait plusieurs documents. Moi, j'ai référé aujourd'hui à certaines pages de ce document. 103, 104. 103 et 104. Je vais vérifier avec Maître Ranger, lui, à quelle page il a référé pour qu'on révise, là, parce que là, il y a plusieurs autres pages, vu que c'est un document en liasse, il y a plusieurs autres pages, donc on va faire le ménage. C'est les enjeux de privilège? Non, c'est que le document a 504 pages, monsieur le commissaire, comporte des annotations de personnes qui, à l'évidence, ne seront pas venues témoigner. On ne sait pas de qui les documents émanent. Le témoin a témoigné, mais sur un courriel qui n'émane pas de lui. Alors, on a des enjeux d'intégrité, simplement. Là. Fait qu'on va gérer ça avec le procureur. Sur les procureurs, là, de rectifier ça. Puis même pour votre travail, là, oui, ça me convient. Mais oui, absolument. C'est pas... S'il y en a 90 qui sont inutiles, je ne vais pas m'embourber pour rien. Excellent. Oui. Et excusez, monsieur le commissaire, c'est également la pièce qui avait été cotée sous 38 P211, donc on pourrait reprendre cette cote-là, la 211, pour la prochaine pièce. C'est parfait, ça va avec tout le monde, ça? Oui, parfait. Bien, alors, on est sur le même serment, M. Dubé. On reprend votre interrogatoire de ce matin. Vous avez fait mention vous-même là, que justement, vous avez été nommé sur le comité de sélection compte tenu que vous avez un certain niveau de spécialisation. En fait, c'est l'une des raisons que vous avez fait état qui venait contrebalancer le fait que vous ayez été impliqué dans le projet, c'est que vous aviez une certaine connaissance technique. Là. Je ne me trompe pas, c'est ce que vous avez dit? Oui. On est d'accord également que pour ce qui est des comités aviseurs, puis je ne veux pas entrer dans le détail avec vous là-dessus, mais on a certains spécialistes dans des domaines restreints qui ont été nommés sur des comités aviseurs pour venir donner des conseils là, pointus, stratégiques sur certains domaines qu'ils connaissent. Est-ce que je pourrais revenir sur la recommandation du vice-président du demandeur relativement à la composition du comité de sélection? C'était une pièce, ça? C'était laquelle? 38P 212, sauf erreur. Parfait. Donc, je vais vous permettre de revenir dessus. Est-ce qu'il deviendra 211, Mme la greffière? Peut-être. Oui. Oui, OK, si on veut, on peut prendre celle-ci pour la 211. Donc, 38P 212 devient 38P 211. Les recommandations du VP. Parfait. On va regarder ça ensemble. Donc, Mme la greffière adjointe, M. Dubé voulait revenir sur le document intitulé « Recommandations du VP ». Parfait, merci. Parfait. Si on monte un peu. Non. Rôle des différentes parties impliquées, c'est ça, M. Dubé? Juste un petit peu. Je voulais juste monter un petit peu. Là. OK. Bon. Là, moi, mon vice-président, il a signé une recommandation, OK, relativement à la composition du comité. OK? Si ce formulaire-là existe, c'est parce qu'il y a raison d'être, parce qu'il peut être utilisé. Bon. Et on dit bien que le formulaire doit être rempli dans les cas suivants
lorsque le gestionnaire donneur d'ouvrage désire participer au comité de sélection ou au niveau hiérarchique. Ça peut être recommandé uniquement lorsque l'expertise recherchée est de niveau spécialisé. Peu importe tout ce qui est écrit dans ça, toutes les recommandations faites à l'aide du présent formulaire font l'objet d'une compilation par le service de la conformité en gestion contractuelle et de l'attribution des contrats et d'une reddition de compte à la présidente et chef de direction par le responsable de l'observation des règles contractuelles. Fait que moi, je ne sais pas où on veut en venir avec ça, mais peu importe la raison qui a fait que ce formulaire-là a été signé, le fait est que, de mon point de vue à moi, il a été signé et que toutes les recommandations ont été faites pour que je sois sur le comité de sélection. Fait que si on essaye de me faire dire que Monsieur Dubé, on n'essaye pas. Il y a des faits, il y a des documents. Vous, ce que je comprends de votre témoignage, c'est que vous n'avez pas demandé explicitement d'aller sur le comité de sélection. Est-ce que je retiens ça de votre témoignage? Oui. Parfait. On a décidé qu'on vous mettait, c'était en haut de votre tête, sur le comité de sélection. On voulait s'assurer que ça respectait les règles ou pas. Si ça ne la respectait pas, il y avait un document signé qui a été autorisé en haute sphère. Les hautes sphères vont venir témoigner. On posera ces questions-là. Mais pour vous, vous êtes sur le comité. Ça va? Puis moi, je tirerai les inférences nécessaires quant à votre témoignage, votre bonne foi et les questions qui sont posées. Merci. Ça vous va, ça? Oui. Le seul dernier point que je voulais corriger. Le service de la conformité, ça, c'est dans l'encadré. Oui. Si vous voulez juste monter un petit peu. Le service de la conformité en gestion contractuelle et de l'attribution des contrats à la réception du formulaire, apprécie et documente davantage les motifs s'il y a lieu, nomme le secrétaire et les membres du comité de sélection. Donc, c'est pas M. Malenfant qui m'a nommé sur le comité de sélection, c'est le service de la conformité et gestion contractuelle. Verbalement, qui c'est qui vous a demandé d'aller sur le comité de sélection? C'est M. Malenfant. Parfait. Merci. Réponds à ma question. On peut continuer. On peut enlever la pièce? Pardon? On peut enlever la pièce? Oui. Alors, Monsieur Dubé, j'étais sur la composition des comités de sélection, leur degré de spécialité et votre propre degré de spécialité dans un appel d'offres en matière de technologie de l'information. Lorsque vous êtes au sein du comité de sélection, avec d'autres collègues, par exemple M. Perrotte ou M. Lantier, qui n'ont pas le même degré de connaissance en matière de TI que vous, que les comités aviseurs, dans le cas des comités aviseurs qui se sont penchés sur la question. Est-ce que je comprends que ceux-ci, vos collègues sur le comité de sélection, ont eu tendance à avoir une certaine déférence envers votre opinion et celle des comités aviseurs relativement aux critères de nature technique en matière de TI? En fait, un comité de sélection, c'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'il faut obtenir un consensus, puis chacun donne son point pour obtenir à la fin un consensus. Donc, c'est très difficile de dire si oui ou non. Comme vous dites, je sais pas trop... Mais je comprends qu'il y a un dialogue qui s'installe entre les membres du comité de sélection. Si vous voulez prendre un moment, M. Dubé, il n'y a pas de problème, là. Je veux que vous soyez confortable avec... Mais c'est ce que je dis, c'est que ça se discute en comité, tout le temps. Mais justement, dans le cadre de ces discussions-là, est-ce que vous avez senti que les autres membres du comité de sélection avaient une déférence envers vous, c'est-à-dire qu'ils s'en remettaient davantage à vous et également aux notes des comités aviseurs concernant les critères techniques? Ça pouvait arriver, oui. Des fois, ils pouvaient plus se fier aux notes du comité aviseur. Mes notes, je suis pas sûr. Il faudrait voir. Ça fait 9 ans, 8 ans, 9 ans. Donc, sur ces questions-là, puis là, vous l'avez dit vous-même, il y a les notes, mais il y a également la discussion qui s'engage par la suite. Exactement. Mais donc, ce que vous nous dites, c'est que les membres du comité de sélection, sur les questions toujours de nature technique,
était davantage influencé par le comité aviseur que vos propres Ça propos? dépend des membres, ça dépend des... Puis honnêtement, je m'en souviens pas trop. Puis ça dépend aussi du niveau de complexité des critères techniques. Il y en avait plus de 1400. Mais comme vous le dites vous-même, là, c'est votre justification pour être présent. C'est un appel d'offres qui est très technique, qui est très particulier. Tout à fait. Alors, je me mets dans les souliers de M. Perrotte. Vous avez été dans un bunker avec lui pendant des jours et des jours. Oui. Quelle est votre évaluation de son niveau de confort sur ces questions-là? Monsieur le commissaire. Des fois, il y avait... Attendez, M. Dubé. Il faut poser la question à M. Perrotte. Non. On pose la question sur comment M. Perrotte s'est senti face à l'expertise de M. Dubé. M. Dubé n'est pas le bon témoin pour répondre à cette Pas question. tout à fait la question. C'est Ben, pas tout à fait la question. La question a évolué, M. Je vais demander au procureur de la spécifier. Il était là. Il a été capable de percevoir l'être humain. Là. Alors, si c'est le cas, s'il a perçu quelque chose ou non, je pense que le témoin est habilité à répondre. Je vais réitérer ma question, ou en fait, je vais la reformuler également, M. Dubé. Vous dites vous-même, vous évaluez les différents critères, puis ensuite, vous mettez ça en commun. Il y a un dialogue qui s'installe entre les membres du comité de sélection. C'est exact. Il y a certains critères, parmi les 1400 critères, il y en a certains qui sont de nature technique, Exact. en matière de TI. Oui. Dans le cadre de votre dialogue avec M. Perrotte ou avec M. Lantier, par exemple, Ben là, vous on êtes à même de constater leur degré de confort, leur degré de sophistication sur ces questions. Oui, tout à fait. Puis on était 7 sur le comité Oui. de sélection. Donc, à un moment donné, oui, les gens veulent avoir une explication sur ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'est-ce que ça veut dire. Des fois, j'étais capable de la fournir, des fois, je n'étais pas capable. Des fois, c'était le comité aviseur qui fournissait cette explication-là. Et les membres externes, eux, est-ce qu'ils avaient un degré de connaissance technique? Oui, il y avait un degré de connaissance technique, oui, mais je ne me souviens pas exactement. Là. Mais vous l'avez constaté. Oui, oui. Parfait. Mais est-ce que c'était... Connaissance technique, connaissance d'organisation similaire à la société, c'était des anciens gestionnaires en général. Là, oui. Capable de décoder ce que le comité aviseur Ouais. vous donnait comme avis, là, par exemple? Oui. OK. Et diriez-vous qu'ils étaient au même niveau que vous Ça dépend en matière d'informatique? Non, c'est sûr qu'ils n'étaient pas au même niveau. Bien, il y en avait 2, je pense, qui étaient quand même assez à un bon niveau. Il y en a qui étaient à un niveau inférieur, OK. au niveau informatique. Bon, donc il y en a qui sont à un bon niveau, il y en a qui sont à un niveau inférieur, puis là, vous êtes à un très bon niveau, vous êtes à un bon niveau également. J'étais à un bon niveau également. OK. Un bon niveau, un niveau Un très d'expert, bon certaines niveau, là, expertises. vous estimez-vous pas, vous aviez les compétences pour être là. Oui. Pour ce qui est des éditeurs Oracle et SAP, on en a déjà parlé. Est-ce que Oracle était déjà présent au sein de la société? Non. Est-ce que vous, c'est un éditeur avec lequel vous aviez déjà travaillé par le passé? Non. Pour ce qui est des intégrateurs CGI, Deloitte et LGS, je vous pose la même question d'abord. Est-ce que c'est des intégrateurs qui étaient déjà au sein de la société? CGI, beaucoup. LGS également. Deloitte, pas vraiment. Quant à vous, personnellement, est-ce que vous aviez déjà travaillé avec ces 3 intégrateurs? Avec LGS puis avec CGI, oui, c'est certain. En 30 ans de carrière en informatique, c'est certain qu'on travaille avec ces gens-là. Dans le cadre de vos fonctions à la société ou même avant également? Même avant et même plutôt avant. Très bien. Est-ce que c'est ma compréhension que, pour ce qui est de ces intégrateurs, CGI, Deloitte et LGS, pour former une alliance avec un éditeur, il faut qu'il y ait une sorte de certification ou qu'il y ait une entente préalable. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel intégrateur qui peut travailler avec n'importe quel éditeur. Il faut qu'il soit accrédité, oui. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous savez, là, vu vos responsabilités, votre implication dans le processus d'appel d'offres, quel intégrateur est accrédité avec quel éditeur? Probablement que je l'ai su, mais je m'en souviens pas, là, mais... Si je vous pose la question pour LGS, est-ce qu'ils sont accrédités pour Oracle? J'aurais tendance à dire que oui, mais j'ai pas de certitude de ça. Est-ce que vous,
personnellement, parce que LGS a choisi, ou en tout cas, ils ont soumis avec SAP et non Oracle. Oui. Est-ce que vous, personnellement, avez une idée des raisons derrière ce choix? Bien, ils ont probablement jugé que, en fonction de ce qu'on demandait, la solution SAP était plus adéquate, mais c'est tout ce que je peux voir. Ou peut-être, mais là, je parle à travers mon chapeau, ce qu'il faut comprendre aussi, je pense que ça, il faut le comprendre, je pense que tout le monde le comprend, puis tout le monde l'a vu, puis je vois pas comment on aurait pu faire comment la société aurait pu faire autrement. Monsieur Malenfant que le conseil d'administration est venu chercher pour faire le projet de modernisation de la société. Son dernier projet de modernisation, c'était chez Hydro-Québec avec SAP. Ça, c'est su, connu, c'est public, tout le monde le sait. Maintenant, est-ce que ça a influencé le choix de l'éditeur? Je ne suis pas capable de vous le dire. Mais si vous nous dites ça, c'est parce que vous vous doutez que ça aurait pu être une considération pour LGS de dire, bon, ben là, on s'en va à la société, on va soumissionner à la société, le VPTI, Carl Malenfant, il vient d'implanter du SAP, il est à l'aise avec du SAP, on va choisir le SAP pour notre alliance. C'est votre raisonnement. En fait, c'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que ça, c'est un fait. Puis que tout le monde savait ça. Là, ça, c'était la deuxième partie de votre réponse. La première partie de votre réponse, c'est en fonction des documents d'appel d'offres qui sont sortis, LGS s'est dit, ben, j'ai plus de chances de l'emporter avec SAP qu'avec Oracle. Compte tenu de la nature de ce qu'on leur demandait dans le devis. Dans le devis, dans les documents d'appel. Dans les documents d'appel. Est-ce que ça s'est vu, par ailleurs, dans des appels d'offres auxquels vous avez participé, qu'un intégrateur va soumettre, un peu comme ça a été le cas avec SAP, qui a participé à 2 alliances comme éditeur, d'avoir LGS IBM qui va participer à l'appel d'offres à 2 reprises dans 2 alliances, mais avec 2 éditeurs, c'est-à-dire Oracle et SAP? Non, moi, en fait, j'ai jamais eu affaire avec ce genre d'appel d'offres-là. Si je vous demande, est-ce que vous savez pourquoi, dans le CT, parce que c'est à votre connaissance que dans le CT, pour ce qui est du dialogue compétitif, on a exigé que si on avait un seul éditeur et un seul intégrateur, pardon, et 2 éditeurs, on allait forcer la venue d'un 3e joueur pour avoir au moins 2 intégrateurs dans l'appel d'offres. Ça, c'est à votre connaissance? Bien, je l'ai lu quand j'ai lu le CT dernièrement, là. Je l'ai lu, mais honnêtement, qui a décidé ça, comment ça s'est fait, je ne sais pas. Puis vous savez pas pourquoi on n'a pas prévu l'inverse non plus? Non. Bien, c'est sûr que c'est l'intégrateur qui est la plus grosse partie des coûts. C'est l'intégrateur, dans le fond, ça aurait été vraiment d'avoir un seul intégrateur au niveau du dialogue compétitif. Pour moi, ça aurait été un écueil majeur. Par contre, le contraire, je ne crois pas. On va reprendre la note au RORC déposée sous 28P97. Vous l'avez devant les yeux, M. Dubé? Oui. Bon, pendant qu'on l'affiche à l'écran, je vous laisse en reprendre connaissance. Mais pour Mme la greffière adjointe, on pourra aller directement à la page 3. Donc, nous avons, M. Dubé, déjà présenté par M. Perrotte là, ces différents points. Donc, 5 points qui seraient à clarifier ou à revoir avant le début des travaux.
est-ce qu'il y a des points, et là, vous avez tous signé le document, les membres du comité de sélection, mais vous, personnellement, là, est-ce qu'il y a un ou deux points qui vous a accroché davantage parmi ceux-ci? Bon, je ne vous cacherai pas que j'ai écouté le reportage de M. Perrotte, puis je ne voudrais pas faire des redites. C'est pour ça que je veux y aller directement avec dans vous. Ce qu'il a dit. Vous êtes d'accord avec ce que M. Perrotte a dit? Moi, peut-être que ce serait le 4e point, là, au niveau de la contingence. Je trouve que c'est majeur. Je trouve qu'au contraire, dans un PGI, dans ce genre d'appel d'offres-là, il devrait y avoir une contingence plus grande que normalement, alors qu'ils ont mis une contingence plus petite que le barème. Vous, justement, dans l'industrie en général, mais vous, comme directeur des projets majeurs à la société, c'est quand même des contingences. C'était pas la première fois que vous voyez ça, là? Tout à fait, oui. Est-ce qu'on se retrouve dans quel zoo, là, dans vos autres projets que vous avez faits à la société? Bien, normalement, c'est la contingence à la société. Pour faire des évaluations de projet, on a une panoplie d'outils. Puis on peut fixer la contingence dans l'outil. Puis normalement, c'est ça, c'est 15 à 20 C'est pour ça qu'on a écrit ça. Normalement, la contingence, c'est 15 à 20 Puis l'Alliance a prévu une contingence de 7 Alors, on trouvait que c'était vraiment pas beaucoup. Compte tenu de la nature du dossier, de l'ampleur, etc., etc. Quant aux heures qui ont été réduites en intégration technologique, M. Dubé, puis on est dans vos cordes, là, hein? Oui. On est justement dans votre domaine d'expertise. Mm-hmm. Quand on conjugue le point 1, c'est-à-dire la réduction des heures, et le point 5, qui est l'augmentation des taux horaires, en fait, qui sont 91 % plus élevés lorsque l'on est dans la réserve de travaux complémentaires. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, quand vous voyez ça? Ben, moi, Est-ce que vous remarquez un comportement ou une intention de LGS? Qu'est-ce que vous en déduisez? Bien, oui. J'en ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines. Comme je me plais souvent à le dire, ces firmes-là, ils connaissent mieux la mécanique que les fonctionnaires parce qu'eux autres, ils répondent à une panoplie d'appels d'offres. Ils savent comment ça marche. Moi, j'étais vraiment pas content de voir la réduction des efforts en intégration technologique parce que, évidemment, à quelque part, ça risquait d'être... ça risquait de m'impacter. Ça risquait de devenir votre problème. Ça risquait de devenir mon problème, effectivement. Mais, rendu là, malheureusement, la mécanique d'adjudication de contrat, c'est pas rien que ça s'appelle une mécanique, c'est mécanique. Alors, une fois que le contrat est adjugé, c'est là qu'on s'est aperçu de tout ça. Bien, on peut absolument rien faire à part écrire une note comme ça, puis dire, bien là, lors de la négociation du contrat, faites attention à ça. C'est ce qu'on a fait. Pour ce qui est du taux horaire à 256 pour la réserve, c'est quand même assez facile à voir qu'il voulait essayer de se reprendre ailleurs avec la réserve. Pour les travaux complémentaires, qui, je ne crois, n'étaient pas dans le TCO, quelque chose de même. Je ne suis pas sûr, là, mais il y avait une petite passe-passe, là, c'est sûr. Vous avez exactement raison. Mais nous, à part de le nommer, de dire « checkez ça », comme comité de sélection, le contrat est adjugé. Maintenant, est-ce que ça a une importance petite, moyenne, grande, très grande? C'est un peu dur à dire. Puis moi, j'ai quitté en 2019. Puis en 2019, de ce que je sais, ces points-là ne nous avaient pas trop impactés. Mais par la suite, probablement, parce qu'à un moment donné, ils sont arrivés au bout du contrat, puis etc., on connaît l'histoire. Puis on se rappelle que vous étiez impliqué, si je ne m'abuse, davantage dans la livraison 1. Exactement. Oui, terminons la mécanique, comme vous dites. On va revenir...
On va revenir, c'était la pièce 38 P211, là, donc, qui était le gros document alias. Madame la greffière adjointe, si vous voulez exhiber, s'il vous plaît, le plan de pérennité en liasse, on va venir viser certaines pages. En fait, on a déjà regardé ensemble le document de travail de la présentation AO-C, évaluation et sélection. Est-ce que je peux me permettre un commentaire? Allez-y. C'est quoi la valeur d'un document de travail? En fait, je pose la question. Là, Ça sera moi à décider. OK, merci. D'accord? Donc, à la page 103, s'il vous plaît. Non. 102, pardon. Voilà. Étape H. Donc, on est justement à l'étape H. Là. Votre lettre au RORC s'inscrit à l'étape H. Et au moment où on adjuge le contrat, M. Dubé, mais on est d'accord que le contrat cadre et les autres documents contractuels ne sont pas encore signés à ce moment. Oui. C'est votre souvenir? Oui, après ça, il y a eu... ça a duré... ça a été long, là, l'étape de la signature. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que j'en ai pas fait partie, mais il y a sûrement eu toutes sortes de négociations. Parce que je crois que selon la LCOP, il est prévu qu'on peut négocier même une fois que le contrat est adjugé. On va aller voir un peu plus bas, mais effectivement, je vous suggère qu'il y a effectivement eu plusieurs mois de négociations suite à l'adjudication du contrat. Et là, justement, ce qu'on voit dans les notes ici, puis je vais le lire, puis je vais vous poser les questions ensuite. Donc, réunion du 14 août, interrogation, consensus, divergence. Il est proposé de présenter de façon plus précise le processus, correction faite par Claude. Il n'est pas possible, en vertu de la LCOP et le CT, donc je vous suggère qu'on réfère ici au CT 2015, de négocier à nouveau avec le fournisseur gagnant. Point de discussion et de décision pour le RORC. Une négociation finale devrait être permise. Portée de cette négociation à définir avec Carl, Alain et Claude. Je vous suggère que c'est Carl Malenfant, vous, Alain Dubé, et Claude Lantier, membre également du comité de sélection. Résultat des discussions avec le RORC, il est plutôt recommandé de remplacer le terme négociation finale par confirmation finale. Considérant les rôles et responsabilités et l'importance des sommes en cause, le contrat sera signé par le VPTI après vérification diligente et recommandation du responsable de l'observance des règles contractuelles. Ce changement dans nos façons de faire sera partagé avec les membres du comité aviseur sur les contrats. D'abord, quand on mentionne ici portée de cette négociation à définir Carl, Alain et Claude, est-ce que vous avez souvenir de quoi il est question, puis de votre implication? Pas du tout. J'ai pas été impliqué là-dedans. Moi, c'est ce que je me souviens. Moi, je vais vous poser la question de la façon suivante, Monsieur Dubé. Ma compréhension, c'est qu'on a un dialogue compétitif où on a effectivement ouvert la porte à la négociation, mais comme on le note ici, on ne peut pas négocier une fois qu'on a choisi l'adjudicateur. Or, dans les faits, ce qui va arriver, c'est que pendant plusieurs mois, on va négocier plusieurs clauses contractuelles. On va même devoir signer une entente de principe pour commencer les travaux parce que le contrat n'est pas encore signé. Là, vous, votre compréhension était plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut, en vertu de la LCOP, négocier postérieurement l'adjudication du contrat? Oui, je pensais, mais je veux dire, c'est pas moi qui est responsable de la LCOP, c'est pas moi qui est le ROC. On est d'accord. Mais dans les faits, avec ce qui s'est passé, vous avez déduit, mais c'est probablement ce qui est prévu par la LCOP. Exactement, puis c'est tout, parce que moi, j'ai pas participé à ça du tout. Très bien. Vous n'avez pas participé à la négociation contractuelle non plus? Non. Deux derniers petits points en terminant, M. Dubé. Pour ce qui est du contrôle routier,
Est-ce que vous pourriez nous éduquer, vous savez à quoi je fais référence pour ce qui est du contrôle routier qui n'était pas prévu initialement, qui a été rajouté par la suite dans le document d'appel d'offres, dans les documents d'appel d'offres. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il est question de façon générale, là, factuelle? Dans le fond, la société, elle s'occupe de plusieurs choses. Elle s'occupe, puis là, je suis probablement pas exhaustif, mais du fonds d'assurance, de tout ce qui est accès aux réseaux routiers et du contrôle routier. Les gens sur la route, là, qui... Puis le contrôle routier a des systèmes informatiques également. C'est beaucoup d'informatique embarquée dans les véhicules, etc. Mais je ne suis pas un expert, je ne connais pas beaucoup ça. C'est quoi donc la question? Bien, en fait, c'est ça. C'est que pour... Bien, vous l'avez bien expliqué, mais je vais poser ma deuxième question. Ouais. Pourquoi est-ce que ce n'était pas prévu dans les documents d'appel d'offres et pourquoi on l'a ajouté par la suite? J'ai aucune idée pourquoi on l'a ajouté par la suite. Mais la première question, pourquoi c'était pas prévu? Est-ce que parce qu'on a parlé de plusieurs systèmes informatiques, puis celui-là, on ne l'a pas ajouté parmi les autres. Est-ce qu'il est particulier? Il y a des fonctionnalités différentes? Oui, il y a des particularités. Puis honnêtement, je ne sais pas quel était le plan pour le contrôle routier. Je ne le sais pas. Il faudrait demander à ceux qui ont ces connaissances-là. Moi, je ne les ai pas. À qui? Ceux qui étaient au contrôle. Il y a une vice-présidence contrôle routier. Là. Vous voulez dire dans les lignes d'affaires? Oui, c'est ça, parce que dans le fond, puis au niveau de la VPTI, je ne sais vraiment pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'était pas là, il a été ajouté. Je ne sais pas pourquoi il a été ajouté, mais à un moment donné, il a été ajouté, puis nous autres, on trouvait que la bouchée, il a été ajouté dans la livraison 2. Puis nous autres, on trouvait que la bouchée de la livraison 2 était déjà grosse, là. Qui, nous autres? Les gens en général, disons, qui travaillaient sur le projet. Puis, ils ont décidé d'ajouter le contrôle routier. Puis, dans les faits, je ne sais même pas si, finalement, le contrôle routier s'est livré dans la livraison 2. Ça, je ne le sais pas, là, parce que j'étais plus là. Parce qu'on voit beaucoup dans les documents, puis des documents produits par la VPT, justement, quand vous allez faire des visites auprès des clients chez SAP, on apprend il y a des règles d'or, on apprend certaines leçons. Puis, on voit souvent que on est le plus vanille possible, on ne fait pas de temps qu'à y être, on y va vraiment avec le strict minimum, puis on doit résister justement aux lignes d'affaires qui disent « Hey, tu peux-tu me rajouter ça, tu peux-tu me rajouter ça? » Là, dans le fond, ce que vous me dites, c'est que vous, à la VPTI, quand c'est arrivé, ça, le contrôle routier, vous étiez sur les freins. On était sur les freins. On trouvait que, comme j'ai expliqué déjà, là. Ouais. Bien. Monsieur Malenfant, dans l'organigramme de la société, plus particulièrement relativement là, à sa proximité avec la directrice générale, de ce qu'il pouvait avoir comme levier dans le projet, est-ce que vous estimez, vous qui avez été directement sous lui, là, qu'il avait trop de pouvoir et trop de marge de manœuvre dans le cadre du projet CASA? Ça dépend comment la haute gestion a voulu que ça soit. Peut-être ça peut Puis être... la question est posée à vous, là. Oui. C'était votre boss, là. Oui. Peut-être qu'il y aurait pu avoir plus de séparation. Peut-être qu'il y aurait pu délester la VPTI, qui a fait d'ailleurs, il me semble, à un moment donné, de son rôle de VPTI pour être seulement chargé de à mon souvenir, là, pour être seulement chargé de projet au niveau de CASA. Il me semble qu'il avait délégué la gestion courante de la VPTI à un autre gestionnaire. Ça, c'est ce que je pense. Donc, il y a quand même eu certains aménagements comme ça, effectivement. Puis, oui, pour avoir regardé d'autres témoignages, je veux dire, les opinions sont partagées, puis c'est sûr qu'il en prenait large, effectivement. Monsieur Malenfant, c'est un gars qui adore les défis, puis qu'il en prenait très large. Quand vous comparez, puis c'est quand même intéressant, là, vous avez été, vous, sous M. Léveillé, si je ne me trompe pas, Oui. et M. Malenfant par la suite. C'est deux tempéraments, puis c'est deux gestions de risque différentes, là. C'est surtout que Monsieur Malenfant aimait beaucoup les défis, alors que M. Léveillé aimait beaucoup moins les défis, peut-être beaucoup plus traditionnels. Tu sais, quand M. Malenfant est arrivé, moi, souvent, je dis, il nous a dépoussiérés.
comprenez ce que je veux dire par dépoussiérer, là. Il est arrivé avec plein de nouveaux concepts novateurs pour accélérer, faire en sorte qu'il y ait plus de vélocité dans les affaires. Il a mis en place l'agilité. Il nous a débarrassé des BlackBerry. On avait des BlackBerry, puis il nous a mis du Wi-Fi dans les salles. Il nous a mis des portables pour qu'on puisse se promener d'une salle à l'autre avec notre portable, parce qu'on n'avait rien de tout ça avant. Donc, je dirais qu'il nous a vraiment... Et on a fait des open space, on a tout changé l'aménagement. Là, monsieur Malenfant n'a pas inventé le Wi-Fi non plus. Là, je veux dire, ça serait venu par la force des choses. Bien, c'est parce que vous me demandez de comparer... C'est témoin, là. C'est correct. C'est correct. un commentaire. C'est parce que vous me demandez de comparer entre M. Léveillé et M. Malenfant. Oui. Moi, je vous dis, monsieur, puis j'essaie juste de donner une image. Monsieur Malenfant, c'était une personne comme ça, là. Puis M. Léveillé, c'est une personne beaucoup plus traditionnelle. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, M. Dubé, sur le projet CASA? Peut-être. Peut-être, parce que malheureusement, j'ai vu, comme tout le monde, moi, j'ai quitté en 2019, j'ai vu qu'est-ce qui était arrivé. Puis, comment dire, je sais pas si ça aurait pu être différent. Parce que moi, je demeure convaincu que là où on était avec le plan de pérennité, vous savez de quoi je parle quand je parle du plan de pérennité, on s'en allait dans le mur. Ça, j'en suis convaincu. Je suis aussi convaincu que la solution la plus adaptée aux besoins de la société, c'était pas un développement maison, c'était pas un best of breed, c'était un PGI. Je ne sais pas si c'est nécessaire que j'explique les raisons pourquoi, mais pour moi, j'en étais convaincu. Quand le projet a débuté, on a débuté avec des gens de chez IBM super compétents. Honnêtement, très compétents. Pour moi, ça allait bien. On était dans nos coûts, on était dans nos échéances, mais on a livré L1 dans nos coûts et dans nos échéances. Alors, franchement, la seule ombre au tableau que je voyais, c'est que dans la livraison 2, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'efforts dans la planification. Puis ça a été dit. Maintenant, là, c'est la planification de IBM, là. C'est IBM qui a mis les efforts et tout et tout. Fait que je ne sais pas En fait, vous me dites, avez-vous une recommandation? Je n'ai pas Non, vraiment... c'est pas ça la question a été demandée. Moi, je vais vous la poser après le contre-interrogatoire. Mais la question, effectivement, c'est intéressant, là. Est-ce que, bon, on part du principe, le PGI, à l'époque, on aurait peut-être été dans le mur avec le plan de pérennité, on n'a pas un PGI, ça a été fait, etc. Mais est-ce que, puis je reprends vos termes, est-ce que la bouchée était peut-être trop grosse? C'est tout ça? Est-ce que vous parlez de la bouchée? Quand vous parlez de la bouchée, vous parlez de la livraison 2? C'est-à-dire qu'on veut tout faire, les lignes d'affaires, on veut tout faire rentrer. On a la L2, la L3 est planifiée, on l'abandonne en cours de route, etc. C'est ce que moi, j'ai... Encore là, j'ai malheureusement pas de réponse, parce que la livraison 2, c'est l'ARR. L'ARR, c'est comme un bloc monolithique qui est très dur de scinder. Dans le plan de pérennité, on le scindait, mais pour le scinder, sur 10 ans, il fallait faire un ensemble qui coûtait des millions de dollars, un ensemble de programmes en arrière pour être capable de tout faire les liens entre les morceaux, puis que ces programmes-là, à la fin, quand on a tout fini les morceaux, on les jette à la poubelle. Il y avait du code, on appelle ça du code jetable, énormément à faire pour que tout ça se parle. Le PGI, c'est ça qu'il fait. Le PGI, il intègre tous les morceaux. Maintenant, ARR, le livrer en plusieurs morceaux, vous savez pas combien d'hypothèses on a essayé, puis on a essayé, je me souviens, maintenant, on disait on va livrer par région. Bon, il y avait toujours quelque chose qui marchait pas.
Des fois, c'est la loi, des fois, c'est... Il y a tout le temps quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Parce que si on avait livré, par exemple, par région, Là, vous parlez plutôt de faire un Big Bang, là, d'y aller progressivement. ben une des choses qu'on avait regardé, c'est d'y aller par région. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Mais On déploie la nouvelle solution dans certaines on régions. déploie au Lac-Saint-Jean. Fait qu'à Montréal, il n'y a pas d'impact, là. Tu sais? Il y a de l'impact au Lac-Saint-Jean. Et non pas, là, il y a eu de l'impact sur, évidemment, l'ensemble du territoire. Mais on n'a jamais... quand je dis on, c'est la société, là, c'est pas vraiment moi, là. La société n'a jamais réussi à trouver... puis la solution la moins pire, c'est un Big Bang. Mais c'est quand même intéressant, puis vous avez un point de vue privilégié, M. Dubé, là, de votre implication puis le poste que vous occupiez. Vous dites, à votre départ en 2019, la situation était X. Bon, vous avez nommé le manque de planification de la part de LGS-IBM. On a parlé brièvement du module contrôle routier, mais... J'ai pas dit le manque de planification de LGS et IBM. Ce que j'ai dit, c'est les enveloppes pour L1 versus les enveloppes pour L2. Moi, je trouvais que la proportion de L1 versus L2, puis je me souviens plus des chiffres, mais que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'efforts dans L2, puis je veux dire... Bien, comme vous avez noté dans votre note Aurore, qu'il aurait fallu que IBM mette davantage d'heures dès le départ dans sa soumission pour... ou plus de contingence, ou... Voilà. Mais là, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu un dépassement de coûts substantiel, puis je ne veux pas mettre des chiffres, là, mais on peut s'entendre que le montant, le contrat de 458 millions de dollars a été dépassé. Vous n'avez pas personnellement, compte tenu de votre départ en 2019, là, vous n'êtes pas capable de trouver d'explication. Non. Mérite d'être clair. Oui. Alors, j'ai terminé, pardon. Terminé. Parfait. Ça va être Maître Laprise qui va interroger. 2 minutes. Parfait. Appelez quand vous êtes prêt. Veuillez vous lever, pause de 10 minutes. C'est juste à arranger peut-être les pièces que vous attendez montrer.